Alors, je vais commencer par appeler les avocats. Donc, en premier, je vous demande d'accueillir Mathieu Juglar. Il y en a là-bas. Très bien. En deuxième, je vous demande d'accueillir Anne-Sophie Laguens. Alors, en troisième, je vais vous demander d'accueillir Romain Giraud. Vous avez d'ores et déjà vu la sautillante Clémence Cotineau. En cinquième, je vais vous demander d'accueillir Grégory Saint-Michel. Et enfin, notre sixième et dernier avocat de la soirée, Julien Fresneau. Alors, bien que ce soit une Berrier modèle réduit, on a tenu à avoir un invité d'honneur. Et je vous demande donc d'accueillir Thomas Snegarov. Et enfin, vous les avez suivis, ils ont été sélectionnés en janvier, ils ont passé les quarts et les demi avec brio. Je vous demande d'accueillir Mathieu Cléache. Et Noël Benoît. Je vais maintenant laisser la parole à la 4e secrétaire de la promotion 2016, Clémence Cotineau. Peuple de Berrier, toujours. Écoutez, ça va être très simple. Je vais passer la parole. Non, heureuse d'être là déjà au départ. Non mais monsieur, non, arrêtez de faire. Oh non, c'est pas vrai. Donc je passe la parole à Grégory Saint-Michel qui va nous présenter l'invité de ce soir, Thomas Snegarov. Voilà. Ah, bravo. Cher Thomas, si j'ai été choisi ce soir pour faire votre portrait, c'est parce que je suis comme vous féru d'histoire. Et puis sans doute parce que, avocat et historien, nous avons un petit peu le même métier, celui de raconter des choses que nous n'avons pas vues, avec deux différences notables. La première, c'est que vous vous devez d'être de bonne foi, ce qui n'est pas notre cas. La deuxième, c'est que vous êtes très peu payé, ce qui n'est pas notre cas non plus. J'ai tenté de retarder le moment de parler de vous parce que, pour tout vous avouer, je ne vous connais pas. J'ai donc tenté Wikipédia, sur lequel, malheureusement, les renseignements sont relativement faibles. Je vais quand même essayer, sur la base de ces rares éléments, puisque nous ne nous sommes jamais rencontrés, de dire que vous êtes né en 1974. Sans précision, vous me pardonnerez. Admettons peut-être, pour rendre le discours un peu plus agréable, que c'était un jeudi. Imaginons peut-être que c'était en Europe. Imaginons aussi que vous étiez déjà chauve. Et puis, puisque vous aimez l'histoire, rappelez que cette année-là, Giscard d'Estaing était élu président de la République, qu'Eddy Merckx remportait son 5e prix du Tour de France, que Madame Winter Ophélie naissait, que Nixon démissionnait et que Ford devenait président, que Mimi Mati avait déjà 7 ans, qu'elle faisait pourtant déjà 1m32, et que Marcel Pagnol mourait, les deux événements n'ayant absolument aucun lien. Thomas Snegarov a probablement grandi en France de parents blancs, j'imagine d'un père professeur de MT, sans doute, scolarisé au lycée Jacques Brel, j'aime mal penser, à Drancy, ou à Saint-Jean-de-Passy. C'est moins probable, parce que sinon ce serait dans Wikipédia.
D'ailleurs, contacté pour l'occasion, ses amis d'époque, et notamment ceux de la 6e B, Philippe, Nicole et Sébastien. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est les prénoms qu'on avait dans les années 70. Disent de lui, je cite, « Il n'était pas plus ni moins malin que les autres. » Sauf Virginie Girard, peut-être, de sa classe aussi, tétraplégique, qui disait « Un vrai connard, il essayait toujours de me ploter. » Thomas est un bon élève, sinon moyen, je dirais, sinon il n'aurait pas fait histoire. Il n'est pas beau, il n'est pas laid, il n'excelle ni en maths ni en rien, il ne fera ni l'ESSEC ni Sciences Po. C'est l'enfance moyenne d'un enfant moyen. Lors d'un voyage scolaire à Euro Disney, pendant la parade Once Upon a Time, c'est la révélation, il a 25 ans. Il sera historien spécialisé dans l'histoire des États-Unis et d'un autre côté, c'est pas difficile, c'est le pays qu'on a le moins d'histoire. Il voue d'abord une véritable passion à Goofy. C'est d'ailleurs son premier livre, Goofy pour les nuls. Aujourd'hui divorcé, il dira de cette idylle avec Goofy, dont il aura un enfant, Dingo, Dingo Smirnov. Il dira, à trop remplir son costume, j'ai craqué notre amour. Thomas Negaroff est professeur d'histoire au lycée Martin Berthelot, ou Marcelin Berthelot, on ne sait jamais qui c'est vraiment. Puis au lycée Saint-Jean à Dubaï. Je crains finalement qu'il faille enlever le B, à Douai, pardon. À Douai, dans le Nord, il n'y a pas de B. Et de cette époque, Thomas nous dira, je regrettais les rencontres parents-professeurs avec les parents avinés, les enfants sous pression, et tout ce qu'on pouvait faire ensemble. En 2010, il enseigne à Sciences Po, à Paris. Il se liera d'amitié avec Richard Descoings, dont il dira « C'est un homme dont l'histoire retiendra qu'il ne prenait pas le train, il prenait le président des trains. » Il est fréquemment invité à BFM TV. C'est un moment où il tombe un petit peu bas. Il a une chronique sur France Info. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une radio. Et sur Public Sénat. Alors sur Public Sénat, les enfants, pour les plus jeunes d'entre vous, toujours. Et pour ceux qui ont des animaux à la maison, un conseil, je voulais juste vous rappeler qu'une étude a démontré qu'effectivement, si vous laissiez votre animal seul avec la chaîne Public Sénat allumée dans l'appartement, l'espérance de vie d'un berger allemand est d'environ une demi-heure. C'est-à-dire que les bergers allemands se suicident quand vous les laissez seuls avec Public Sénat. C'est une chaîne mortifère, donc faites attention. Surtout éteindre le poste quand vous partez, si vous regardez Public Sénat. Monsieur Snegarov a écrit « Les États-Unis pour les nuls ». C'est vrai. Il a décliné ensuite, ça a bien marché. Ça a bien marché. Il a ensuite décliné avec le Texas pour les connards. Puis le célèbre Les meilleurs clubs échangistes à Milwaukee. Puis, toujours dans la fainéantise extrême, il publie d'abord Atlas mondial 100 cartes pour comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Puis, l'Atlas de France, 50 cartes seulement, pour comprendre rien, pour comprendre, tout court. Là, c'est pas pour comprendre le monde d'aujourd'hui, mais pour comprendre, aux éditions Ellipse. Et puis, on attend en 2016, Atlas de l'Ardèche, 3 cartes pour voir, ou juste pour voir. Il écrit Les présidents face à la nation. Faut-il souhaiter le déclin de l'Amérique? Kennedy, une vie en clair-obscur. L'Amérique dans la peau. Et enfin, Clinton dans la bouche. Il écrit aussi un livre comico-historique intitulé Les mots de la fin, dont le principe est simple, il est de reprendre les derniers mots avant de mourir de personnages célèbres. Donc on y apprend que Marc Dutroux a juste dit « Au revoir les enfants ».
On y apprend aussi que quasiment 98% des gens célèbres ont eu comme dernier mot « Ah, ah ». Chose pas très très intéressante. Son dernier ouvrage, que vous n'avez peut-être pas lu, contrairement aux autres, c'est une plaisanterie. Enfin, on verra ceux qui ont lu, après, vous serez interrogés, de toute façon. Je suis ton père. Alors, le principe de Je suis ton père, c'est que... alors, j'ai noté, hein, parce que c'est un petit peu intellectuel, on reçoit quand même un intellectuel, si vous ne l'avez pas compris. C'est Star Wars conçu comme une mythologie américaine, traitant de la volonté des USA de devenir un empire, où en résumé Nixon serait la figure tutélaire, si j'ai bien compris, de la première trilogie, et pour la prélogie, ce serait finalement George Bush, je crois, qui serait plutôt visé comme figure tutélaire. Donc bon, bah, c'est un livre que je vous invite à lire, et peut-être moins bien que le film. On se dit que c'est con, il fallait y penser. On se dit que quand il pense, c'est pas con, mais si tu y penses pas, c'est pas plus bête. Moi, j'avais pensé à faire la même chose avec Camping 1, 2, 3, sur l'élection Poher-Pompidou en 69. Bon, je suis pas sûr. Alors, aujourd'hui, Thomas est présenté comme l'un des grands historiens de notre PAF, avec d'autres aussi célèbres que lui, Laurent Deutsch, Stéphane Bern, Patrick Buisson. Patrick Buisson qui disait de vous, comme moi, il aime beaucoup les États-Unis et surtout les États du Sud. Et Laurent Deutsch dira, j'aime pas quand il parle de l'intervention des Américains dans la guerre de 14-19, mais je l'aime bien quand même. À la télé, il présente l'info dans le rétro, à ne pas confondre avec le film un peu éponyme La Nympho dans le métro, ça c'est Jackie et Michel. Et sinon, que vous dire de Thomas Negaroff, qui n'a déjà été dit dans Wikipédia, c'est-à-dire qu'il est né en 1974 et la liste des livres que je viens de citer. Eh bien, vous dire que Thomas Negaroff, à l'image de ce que disait Nietzsche, qui disait que les hommes de l'avenir seront ceux qui verront le plus loin, qui auront la mémoire la plus longue, eh bien, je crois qu'effectivement, ceux qui verront l'avenir et ceux qui le verront briller, que définitivement, M. Snegarov en fera partie, si toutefois il se résout à bien vouloir quitter BFM Télé. Merci. Merci, c'est très sympathique. Tout est faux et moyennement drôle. Il faut que je vous raconte un truc quand même. Il y a quelques jours, j'étais en vacances, très détendu, au soleil, à Venise. Et alors, je reçois un message. Bonjour, est-ce que ça vous dirait d'être invité de plaider sec pour une conférence sous forme Berryer? Je n'ai rien compris à cette phrase. Il y avait trop de mots, des mots bizarres. Berryer, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était que plaider sec. Et j'arrive ici, détendu. Alors, juste 2 points de détail. Quand on est né en 1974, on ne peut pas avoir été en 6e B dans les années 70. Et j'aimerais avoir un tout petit peu de rigueur scientifique. Sinon, c'est... Bon. Alors, en même temps, il y a un truc qui est très juste et qu'a dit mon voisin de gauche, qui pourtant est de droite. Il a dit effectivement, Thomas, je ne le connaissais pas. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, mais c'est... Qui est-ce ? Qui êtes-vous ? Qui es-tu ? Qui es-tu, toi, au milieu, avec ce... Qui es-tu ? Et effectivement, c'est une vraie question qui se pose. Alors, il a un petit peu dit des choses que j'avais envie de dire. Forcément, vu vos âges, l'âge moyen de l'auditeur de France Info, c'est 52 ans. Bon, l'âge moyen du téléspectateur de Public Sénat, il est mort, effectivement. En même temps, je me dis que si tout le monde ici, dans un geste fou d'amour et de partage, regardait mon émission demain soir à 23h, l'audience doublerait. Hein ? Donc ça serait sympathique. Alors, autre petit détail un peu agaçant, d'un point de vue, mais en toute amitié,
On ne dit pas remporter le prix du Tour de France, hein, mais on remporte le Tour de France. Voilà. Je pense que là, on va plus trop loin. Alors, pourquoi je suis venu? C'est la question. Je pense que j'ai une hypothèse. On me le dit souvent, c'est que t'es pas le meilleur, mais t'es le moins cher. Si, c'est vrai. Surtout à BFM. Donc, étant le moins cher, je suis venu. Alors, effectivement, on a parlé. Bon, on va pas. J'étais sûr qu'il y aurait une question capillaire. J'étais sûr. En revanche, les candidats ont des très beaux cheveux. Et moi, je suis très content de les écouter et de les défendre. Parce que ça va être dur de les entendre, eux, là, vous démonter. Voilà, bonne soirée. Et je pense que c'est la suite qui doit continuer. Bravo. Excusez-moi, Well done. Excusez-moi, c'est une randonnée. Je suis désolée. On va maintenant pouvoir commencer cette finale et entendre notre premier candidat. Je vais donc demander à Mathieu Cléache de monter sur scène pour le sujet. Alors, le sujet de Mathieu est: faut-il aimer le risque ou se risquer à aimer? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers jurys asexués, bonsoir. Enfin, après tant d'années, il m'est accordé une tribune pour traiter d'un sujet qui me hante depuis ma plus tendre enfance, depuis le jour où, pour la première fois, l'on m'a caressé le vie. J'avais 8 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était l'été dans la maison familiale où se mêlaient les odeurs d'acacias et de bambou. Nous étions dans un placard avec ma cousine, dévêtus, à jouer, à explorer nos corps, et dans un élan, et peut-être devrais-je arrêter de vous confondre avec mon psychologue, et commencer par toute autre chose, si vous le voulez bien, pour vous parler du risque et de l'amour. Laissez-moi vous conter l'histoire de 2 jeunes garçons, l'un blond et l'autre brun. Le premier était loin d'être beau et délicat comme on le pense, mais bien plutôt maigre, malpropre, pauvre, sans domicile et sans chaussures. Malgré son aspect rebutant, il excite en chacun de nous hardiesse, enchantement, éblouissement et enfin amour. Son nom est Eros, le dieu de l'amour. L'épaule lestée d'un arc infatigable, il parcourt le vaste monde à la recherche de ses nouvelles cibles. Et lorsqu'enfin il vous a décoché en plein cœur l'une de ces nombreuses flèches d'amour, vous tombez éperdu dans ses bras magiciens et vous laissez votre âme s'envoler hors d'elle-même vers les cieux éthérés. Vous êtes amoureux. Ne reste plus alors qu'à faire la conquête de ce désiré partenaire, ou cette désirée partenaire. Et voilà qu'intervient le second garçon. Celui-ci a bien une chevelure brune, comme je vous l'ai promis, mais n'apparaît sur son crâne dégarni qu'une seule très longue mèche, comme une sorte d'appât, de crochet auquel il faudrait s'arrimer lorsque l'on entreaperçoit ce jeune homme passer auprès de soi. Ce coursier-là a comme étrange pouvoir celui de vous emporter vers les contrées insoupçonnées lorsque, par les cheveux, vous le saisissez. Son nom est Kairos, dieu de l'opportunité, de l'occasion, dieu de la prise de risque. Si vous avez l'audace de l'attraper, peu d'écueils resteront sur votre chemin. Confiez-lui votre destin et espérez qu'il n'ait pas le malin. Un saint homme disait, l'amour, c'est ce sentiment superbe qui peut naître entre un homme et une femme et une femme, ou un homme et 2 femmes, et qui, bien entendu, est incertain, périlleux, en un mot risqué. Il naît dans la brutalité, grandit dans la passion, fleurit dans la construction, vieillit dans le mariage et pourrit dans les puanteurs des couches du premier bébé. Vous l'avez compris, le temps serait venu maintenant de faire l'apologie du libertinage, qui nous éloigne si aisément de ces putréfactions de l'amour. Voyez-vous, notre belle France
a eu l'honneur de porter sur ses terres ce très grand homme qui possédait largement ses 72 quartiers et qui expliquait que les hommes sont fous, envieux, cruels et pervers, et les femmes catins par bienfaisance et libertines par vertu. Mais je ne puis me résoudre à vous parler plus longtemps de ce cher Sade, devant la présence des 12 oreilles de ma mère, qui n'a toujours pas compris que FMI signifiait femme de ménage incluse. Ni d'ailleurs devant la présence des jouvencelles oreilles de cette admirable Noël, qui, elle, me corrigera plus tard pour me dire « Mais non, voyons, cet acronyme n'a de sens que si on le remplace par fellation mal introduite. » Je me rétracte donc, afin de vous expliquer les beautés plus convenables d'un plongeon toutefois aventureux dans les amours plus conventionnels. Le hasard de la rencontre dépose sur ma route un être aux grâces innombrables, des yeux d'une clarté éternelle, un nez triomphant mais subtil, une bouche sauvage et martiale, un menton délicat, une gorge fougueuse, une chute de hanche tentatrice, une cheville provocatrice. Un être parfait, en somme. Ah, quelle douce joie que d'avoir un miroir au pied de son lit. Mais non. Mais non, il ne s'agit pas ce soir de traiter de l'amour propre, mais bien de l'amour avec un grand A, comme disent ces manants, comme si ils y connaissaient quelque chose. Je rencontre donc cette femme, que l'on dirait déesse et immortelle, et ma respiration cesse, comme pour respecter le silence que ses charmes appellent. Mais je ne puis résister à l'envie de lui ouvrir mon cœur, à ceci près que mes membres sont devenus inertes, comme ceux du condamné sur la planche, avant le fatal saut dans les profondeurs inconnues et ténébreuses de l'océan. Tout à coup, je sens la discrète présence du volatile Kairos, dont je vous ai parlé. Sa mèche le suit, ma main s'en empare, presque sans mon empire. Je pars à la dérive, l'aventure commence. Défilent devant mes yeux ébobiles les paysages choisis, que l'on n'observe que dans la volupté des rêves. Ici, j'aperçois ma nymphe qui baigne dans un exquis halo d'or, mais sa scintillante image, attachée au piquet de l'instant, peu à peu s'évanouit. La quiétude me gagne à mesure que la cristallisation opère. C'est la victoire d'Eros, et je m'y complais. L'amour nous conduit vers les pics de la félicité en nous dotant des ailes de la liberté. Que peuvent donc bien peser en contrepartie les éventuelles déceptions et inévitables blessures dont il est la source? Rien, je vous le répète, rien, comparé à cette vie pleine, puissante et assumée des adeptes de l'amour, celle des peureux, de ceux-là qui vivent dans la satisfaction, du confort et de la sécurité pour ne jamais connaître l'affliction. Mais l'affliction précède la joie, la douleur aura sa récompense. Ces effrayés vivent du contentement dans la platitude, de la béatitude dans la fadeur. Contemplons ensemble de nos majestueuses, somptueuses et dangereuses hauteurs ces êtres, ces existences neutres, réglées en un mot médiocre. Comprendre cela, comprendre cette supériorité, c'est comprendre qu'amour et risque sont intimement liés, qu'ils surgissent de la même racine, celle de l'élan vital, celle du courage et du courage du cœur. Apprenons à briser les cloisons de notre esprit. Apprenons à nous émouvoir, à saccager. Abandonnons nos cœurs à la passion. Le risque, c'est la mesure d'un homme. Le risque, c'est l'épice de notre vie. Ce que l'on risque révèle ce que l'on vaut. Alors, aimer le risque, ou se risquer à aimer, cette question autrement dite, Kairos ou Eros, ma réponse est simple, et n'y voyez aucune connotation pédophile. Il faut prendre les deux angelots en même temps, tout contre soi. Amour et risque sont synonymes de folie, d'emportement, d'ardeur, mais aussi et surtout d'intensité, de beauté et d'extase. Jamais une vie gouvernée par la facilité et par la crainte ne pourra prétendre à nos jouissances. Malheureusement, ce discours ne peut s'appliquer à chacun d'entre nous. Je le sais, les hommes en société n'ont jamais réussi à se délecter de liberté. Toujours, ils ont cherché un Dieu, toujours ils ont cherché une idée, un horizon auquel se dévouer. L'amour y conviendrait s'il venait seul, mais j'ai voulu vous dire que sans le risque
l'amour perdait de sa gloire, parce que l'amour est avant tout un engagement personnel, un saut que je choisis de faire pour ma propre ivresse, plutôt qu'une capitulation devant les attraits de l'autre. Osez ce saut, mes amis, osez-le, je vous en supplie, et je vous en conjure. Le maître de mes pensées, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, avait l'habitude de dire qu'il valait mieux affronter une fois dans sa vie le danger que l'on craint, plutôt que de vivre dans l'éternel soin de l'éviter. Alors affrontons ce danger. Je me doute que vous n'avez pas tout accepté. Mais j'espère que germera en vous cette idée que je vous ai présentée. L'amour et le risque doivent être les deux aiguillons de notre vie, de notre conduite et de notre plaisir, à jamais inséparables. J'ai pris un plaisir infini à courir le risque ce soir de vous parler avec mon cœur, et pour cela, je vous prie en retour de m'aimer et d'aimer mon idée. Monsieur Cléache, personne ici ne vous aime. Sachez-le. Vous auriez dû l'entendre, parce que réussir à faire mourir tout un amphi d'ennui en 10 minutes provoque généralement chez les gens à peu près sensés des accès de haine plutôt que des pulsions sexuelles. Mathieu Cléache, vous êtes en quelque sorte un Dominique de Villepin en plus vieux. Et vous nous racontez vos expériences. Non, enlève ça. C'est obligatoire. Mais non, mais. Bon, vous nous racontez vos expériences, où en étais-je? Parce que Anne-Sophie me distrait, mais n'aie crainte, Anne-Sophie, nous ferons des choses ensemble après, si tu veux. Oui, c'est dégueulasse, mais oui. Mais t'es capable de me passer le micro, qu'est-ce que tu veux? Ça a quand même une connotation sexuelle évidente. Donc, Dominique de Villepin en plus vieux, pour en revenir à cette espèce de grande gigue. Dominique de Villepin en plus vieux parce qu'il nous raconte ses histoires sexuelles de quand il était petit. Si vous voulez, c'est ce qui va figurer dans les mémoires de Villepin. Donc on commence, à 8 ans, il fait des choses, on n'a pas très bien compris, avec le cousin, la cousine, la mère, la tante, l'oncle, enfin, tout ça a l'air d'être assez incestueux dans cette famille Cléache. Et madame, si vous êtes là, madame Cléache mère, je suis absolument désolé que votre fils en soit venu à une telle confession publique. Aussi bien, madame, je ne peux que vous recommander d'amener votre fils devant un miroir. C'est encore là où il fera le moins de mal, puisqu'apparemment c'est son petit plaisir du matin. Faites en sorte que cela reste son plaisir. Faites en sorte peut-être qu'il ne s'approche pas d'une femme. Ah, justement, parlons des femmes. Parlons des femmes, puisque vous les avez définies comme... où est-ce que j'ai mis ça? Oui, vous les avez définies comme quelque part des catins ou libertines par vertu. Je l'ai trouvé peut-être... et nous pourrons le constater tout à l'heure, je vous ai trouvé peut-être trop généreux en la matière. Je crois que la femme a perdu beaucoup de grâce à vouloir s'abaisser au niveau de l'homme. Et non qu'elle soit catin
ou libertine par vertu. Je crois qu'elle est surtout diablesse. Et que... Ah, je crois que... Vous voyez, en plus, la petite onomatopée d'approbation venait d'une femme. Je les crois donc plutôt diablesses. Et je crois aussi que, de ce fait, l'utilisation du sigle FMI que nous a faite, dont nous a gracié le candidat, devrait plutôt, si l'on suit son discours et dans son esprit, s'appliquer à un garçon brun ou à un garçon blond. Je n'ai pas encore trouvé l'application du F, mais je suis à peu près certain que mes camarades trouveront de quoi dire. Monsieur Cléache, vous l'avez compris, toute ma haine vous est acquise, toute la haine de cet amphi vous est acquise, toute la haine de chaque femme vous est à jamais vouée. Je prie donc encore une fois, Madame votre mère, de vous ligoter devant un miroir, mais les yeux bandés. Alors, oui, bonsoir, Monsieur Cléache. Alors, quand on vous voit, Monsieur Cléache, de prime abord, on n'a pas envie de le prendre, ce risque de vous aimer. Alors, évidemment, il y a plusieurs raisons à cela. Voici la première, parce que indéniablement, vous avez cherché à cacher votre qualité de breton en vous faisant appeler Cléache et pas Cléac. Et donc ça, vraiment, pour le breton que je suis, c'est vraiment pas cool. Ensuite, vous nous parlez de touche pipi avec votre cousine dans un placard. Alors là, évidemment, on a encore moins envie de vous aimer, hein, toujours. Et ensuite, vous nous parlez de mythologie et de triolisme. Alors là, c'est bien simple, on ne vous aime plus du tout. On a quasiment même envie de vous tuer maintenant, et certainement pas par amour. Alors ensuite, vous parlez, mais on vous écoute difficilement, car on a surtout l'impression que vous êtes en campagne présidentielle. Parce que je vous voyais là au pupitre, c'est assez d'actualité d'ailleurs, et je me suis dit, mais ce monsieur est un grand malade en fait. Hein. Il se prend pour un homme politique dans une arène politique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors ensuite, on est passé du meeting politique à l'homélie, parce qu'on avait quand même des choses comme « Décloisonnons nos esprits, mes frères », c'était un peu ça. Donc toujours un grand malade. Et puis ensuite, on passe du meeting politique donc à cette homélie, et voire en fin de discours, parce que alors là, en fin de discours, vous chuchotiez, on n'entendrait plus rien du tout. Et là, on a plus l'impression que c'est une oraison funèbre. J'ai pas retenu les derniers mots, mais c'était vraiment, tout le monde avait envie de se pendre à ce moment-là, de ne plus aimer personne d'ailleurs. Hein, voilà. Alors en conclusion, eh bien, on ne se risquera certainement pas, monsieur Cléac, à vous aimer, hein, voilà. Donc ne discourez plus, surtout, ne faites plus jamais de discours, et puis partez maintenant. Voilà. Mathieu, on se connaît un petit peu, et ce soir c'était touchant, tu es sorti du placard pour nous, et on a cheminé avec toi ce soir. Et tu sais, tu as évoqué ce jeune homme blond, ce petit garçon blond, malingre, très très ingrat, pas très très beau. Tu sais, il a bien grandi, et j'ai envie de te dire qu'à la sortie, Romain Giraud va te péter la gueule, hein, sache-le. Alors, Mathieu, tu as évoqué pendant ton discours, et c'était beau, c'était plein d'emphase, plein de romantisme comme ça, on était en pleine dynastie des Atrides, et j'ai ressenti dans ce discours toute cette malédiction qu'on retrouve chez ces grandes familles. Hein. On sent bien, tu aimes ta mère, tu aimes ta cousine, tout ça se mélange. Alors, tu tentes d'escalader de grandes choses, tu escalades des montagnes, tu traverses des mers, tu combats des hydres à 1000 têtes, mais puis finalement, tu n'as du charisme du héros grec finalement que la personnalité d'un géo du Club Med de Mykonos. On en est là quand même. Hein. Enfin, on en est quand même là, faut dire ça. Alors, comme tout cela était un petit peu gênant, on se connaît un petit peu, Mathieu. Hein, et il faut se le dire, ça fait plusieurs fois que Mathieu vient faire des discours à Plaidersec, ailleurs.
C'est pas la première fois, on l'a repris plusieurs fois dans plusieurs régions, plusieurs endroits, il a fait plusieurs juridictions. Plusieurs fois, il a été condamné et on y est toujours. Et j'aimerais bien que tu prennes un petit peu cette leçon. Tu sais, Mathieu, tu as une famille. Tu as une famille qui est là et qui te regarde. Et moi, je viens à chaque fois et je te vois t'en prendre plein la gueule. Et ça me fait de la peine pour toi, Mathieu, tu sais. Parce que moi, j'ai toujours été là. Depuis le début, j'ai été là. Dans tous tes délits, dans tous tes délits oratoires, j'ai été là. Tu te pétais la gueule, c'était mauvais. Mais non, non, à chaque fois, je venais, je les regardais tous t'affronter, je les regardais te mettre complètement une espèce de ration comme ça. Et chaque semaine, je reviens par leur famille pour avoir ce petit coït dégueulasse et triste. Mais pense à nous, Mathieu, on a une famille, on a des enfants, pense à nos enfants. S'il te plaît, prends cette main et prends-la et remonte la pente. Merci. Mathieu Cléache, candidat exceptionnel. On était venu ce soir pour s'amuser. On pensait avoir un discours agréable, un discours drôle. Et puis tu nous fais un tunnel de 10 minutes, totalement scandaleux. Un discours de messe, et j'y vais peu. Mathieu Cléache, tu es ce soldat un peu con. Tu es ce soldat un peu con auquel on dit tu vas partir au front et tu vas mourir. Et le mec répond, ok, pas de problème, moi je pars au front, il n'y a pas de problème, pas de sujet. Mathieu Cléache, c'est le mec qui organise une Berrier plaide et sec. Ça fait un mois et demi qu'il met des affiches partout, qu'il envoie des mails à tout le monde en disant ça va être exceptionnel. Il y a les 12 secrétaires du barreau de Paris qui vont venir avec 2 contre-critiques. Ils vont vous régaler pendant 4 heures. Il va y avoir des grandes lumières qui vont venir vaciller la salle. Ça va être de la blague à tout va, ça va être grandiose. Une demi-heure avant le début, ça sent déjà mauvais. Se retrouve finalement une table de 6, un invité exceptionnel, mais que finalement personne ne connaît. C'est ce qui, d'une certaine manière, vous rend exceptionnel. Un tunnel de 5 minutes, puis prise d'otage de Mathieu Juglar, qui se lève, qui ne cesse de parler, qui veut éventuellement prendre le micro à un moment ou non, qui essaye de faire l'amour à Anne-Sophie sur la table, qui manifestement elle ne veut pas. C'est ça, la Berrier de Mathieu Cléache. Tu t'appelles bien comme ça, c'était phénoménal. Alors le problème du discours. Le discours, il interroge. Tu as un sujet qui est intéressant, faut-il aimer le risque ou se risquer à aimer ? Il fallait donc y répondre d'une certaine manière par oui ou par non. Manifestement, tu l'as fait, mais le vrai sujet, c'est que moi, je ne sais pas ce que tu as répondu. Parce que tu n'as, à mon sens, pas traité ce sujet. Malgré tout, ce discours a eu le mérite de répondre à une question, c'est que si les ridicules ne tuent plus, manifestement, il peut encore faire quelques dégâts, tu en es la preuve. Tu débutes tout feu tout flamme sur l'histoire des cousines. Alors ça a un peu troublé Clémence, qui t'a trouvé détestable. Moi non, j'ai aimé ce moment, parce que moi-même, j'ai perdu ma virginité avec une cousine qui avait 3-4 ans de plus que moi. C'était ma cousine germaine, il paraît que ça peut causer des problèmes. Enfin bon. Moi j'en garde un souvenir assez sympathique, sauf que le problème dans ton cas, c'est que ta cousine, elle voulait pas. Elle voulait pas avoir de relations sexuelles avec toi dans le placard. Tu comprends ? Et ta mère vient d'apprendre que, vu les problématiques de prescription en matière de viol sur mineurs, il y a peut-être encore des sujets. Et qu'il va peut-être falloir provisionner. Et ça pose un gros sujet dans la famille. On ne peut pas violer, de manière générale, et a fortiori sa cousine. C'est un élément important que tu te dois de prendre en compte pour le futur. Les jeunes filles avec lesquelles tu rentres, qui ont bu 6 litres de bière à plein des secs et qui disent « Comment tu t'appelles ?» Elles veulent pas forcément. Il faut parfois les laisser rentrer chez elles. Et ce n'est manifestement pas la dynamique que tu as choisie. Il y a cette problématique ensuite des garçons blonds et bruns. Je n'ai pas vraiment compris. J'ai compris que c'était des dieux grecs. Il y en avait un qui était gentil, l'autre aussi peut-être d'ailleurs. Il y en a un qui a gagné, mais je ne sais pas lequel. Mais manifestement, tu as une relation avec ces dieux grecs qui laisse entendre que ce soir, la venue de ta mère a créé chez toi une volonté peut-être de te montrer, de lui expliquer que, au-delà des problématiques que tu as avec des jeunes filles, peut-être qu'un dimanche, pour dîner, après la messe,
tu ramèneras un copain. Et ce copain, ce sera pas forcément qu'un copain. Il viendra peut-être tous les dimanches. Peut-être même que vous avez décidé d'adopter un enfant. Et ça, je suis pas sûr qu'elle l'accepte, Mathieu. Je la vois, là, elle est pas bien. Elle est pas bien, elle s'enfonce dans son siège, elle est à 2 doigts de sortir, elle se refuse à me regarder, elle est pas bien. Tu peux pas faire ça à ta mère, Mathieu. Mathieu, j'ai été bien trop long, j'en ai terminé. Tu es un grand homme, Mathieu. Tu es le Jacques Mayol du discours. Tu te noies et tu t'en fous. Sergi! Clé, H, clé, H, clé, H, clé, H, clé, H, clé, H. On va faire un jeu, ça va être interactif. Clé, clé, clé. Il est venu pour ça, donc faites-lui plaisir, faites-lui plaisir. Alors, on va continuer dans l'interaction. Hein. C'est un sujet avec une problématique. Et là, nous, on pensait avoir là... Le problème, c'est qu'il nous parle de... Alors bon, on comprend pas bien. On se dit que c'est sûr, il est venu pour une rat. Mais le mec, il est complètement défoncé, il se présente sous. Il faut mettre du cœur, il est là pour ça, merde. Clé, H, clé, H. Alors bon, forcément, il nous rend un travail bas. Et nous, on a, pire à mieux, on a tous envie de le ta. Tchou, à votre souhait. Bon, allez, hacher, ça suffit. Alors, c'est vrai que moi, ton discours, je l'ai bien aimé. Tu t'es résumé en un seul mot sur cette phrase, hein, en un mot médiocre. Et puis, ce que j'ai pas compris dans ton démonstration, c'est que dès le début, le mec, il arrive, il est là pour se faire réclamer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le jury. Il dit oui, le jury a sexué. Alors, moi, je l'ai pris pour moi. Bon, bah, logique. Puis après, j'ai regardé la table. Et puis là, j'ai commencé à comprendre. Alors, Mathieu a sexué. Bon, ça, on peut pas dire le contraire, hein, il a jamais vu un sexe. Ça tient la route. Anne-Sophie a sexué. Le problème d'Anne-Sophie, c'est qu'elle n'arrive pas à rattacher une seule tête à un seul sexe. Après, bon, on avait Grégory. Bon, toi, c'est pour le coup, tu l'as très bien décrit, hein, les couches culottes, machin, bon, bref, il est marié. Après, il y a eu mon voisin. Alors là, j'ai cru que c'était, oui, enfin, j'ai compris, c'est Samson, tout ça, ça marchait pas. Clémence a sexué. Bon, on en avait tous compris. Et bien après, là, il y a un problème. On arrive à Romain. Romain, l'homme qui a 27 enfants cachés, qui est prêt à repeupler mais la moitié de la planète avec les 3 plus moches d'entre vous. Non, Et là, c'est là le problème de ton discours, parce que tout de suite, t'as perdu en crédibilité, à cause de Romain. C'est passé à pas grand-chose. Après, l'autre chose qui me gêne, c'est que soit tu rajoutes, soit tu enlèves des lettres ou des syllabes à des mots. On t'a caressé le on t'a caressé le visage. C'est là, en effet, ça avait peut-être un sens. Tu nous parles d'Eros sans guitare, ça, j'ai pas compris. Tu nous parles des yeux ébobis, qui est une bobine, non? J'ai pas compris non plus. Et puis tu rajoutes, tu enlèves des lettres. Tu nous parles de ta cousine, on sait très bien que c'était ton cousin. Et puis tu rajoutes des lettres pour faire croire qu'il y a des dieux que personne ne connaît. Hein. On rajoute un K à Eros, oui, ça fait Kéros. Mais à part ça, personne ne le connaît. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, à un moment, je me suis dit, ça y est, ça va s'envoler, ça va prendre vraiment un sens. Je vais vous parler du libertinage, on était tous là. Ouais! Et non, je ne vais pas vous en parler. Parce que le seul truc qu'il arrive à dire un peu sexuel, dégueulasse, c'est fellation mal introduite. Je me demande combien de personnes ont été victimes d'une fellation par l'oreille. Ça doit exister, ça doit exister. Enfin, moi, la seule chose qui me gêne, voilà, pour terminer, c'est que moi, j'espérais vraiment de grandes choses de toi. Hein. J'espérais, tu nous as dit, à un moment, je vais vous parler de l'amour avec un grand A. Moi, tout ce que je connais, c'est l'amour avec un petit cul. Et enfin, bon, finalement,
Je pense que tu étais là pour te faire plaisir, alors on va te faire un dernier plaisir. Monsieur Cléache, j'ai lu dans votre CV que vous aviez un rapport avec ESSEC Israël. Je me suis dit finalement, vous avez fait sans doute ce que fait l'ESSEC Israël en territoire occupé, vous nous avez occupés. Vous nous avez occupés, vous nous avez pris en otage. Et au début, quand je vous ai écouté, j'avoue, j'ai été impressionné, très sincèrement. J'ai été impressionné et je me suis dit, d'abord, c'est un garçon qui n'est pas allé voir le dictionnaire des synonymes, des citations, etc. pour faire un discours. C'est un garçon manifestement intelligent. Et c'est un garçon qui lit réellement Sade. Parce qu'il n'y a que Sade qui parle de vie. Dans toutes les lectures, il n'y a à peu près que Sade qui utilise ce terme-là. En tout cas, c'est un terme très rare. Donc vous lisez, et je me suis dit, finalement, est-ce qu'on a face à nous un pervers ou un pervers? À savoir, est-ce qu'on a les infortunes de la vertu ou la prospérité du vice? Je crois certainement qu'on a la prospérité du vice. Je me suis dit que vous étiez plus enclin à parler aussi de Kairos que de parler de Kaira, car à vous regarder, effectivement, ce sont là des termes et un milieu qui vous sont totalement inconnus. Je me suis dit aussi, quand je vous écoutais parler de l'amour, je me suis dit, lui, c'est pas le genre à se faire des esthéticiennes. Il doit pas aimer les coiffeuses, et quand il leur parle d'amour, il a aucune chance. Donc effectivement, ça m'a amusé de voir quel genre d'amour vous pouviez avoir. Je vous ai écouté sur un discours sur le risque et je me suis dit, c'est finalement le plus mauvais candidat sur ce sujet, c'est un garçon qui n'en prendra jamais. Je me suis dit que c'est un garçon qui, avec ses petits points, est capable de rébellion et qui, comme une Miss qui se présente pour être Miss France, il dit « Brisons les cloisons de notre esprit. À bas la guerre. C'est mal, mais nous verrons ça plus tard avec Noël. » Un grand oubli dans ton discours, Mathieu, je sais que tu n'as pas l'habitude qu'on te tutoie, je vais le faire pour t'embêter. Tu n'as pas parlé du demi-dieu qui finalement était celui qui s'apparentait le plus à ton discours et qui était plutôt proche d'Eros, qui est Thanatos. Puisque c'est vrai qu'on en a parlé, tu nous as tous fait un peu mourir quand même, hein, sur certains moments, on était quand même proche de Thanatos, hein, les gens s'ennuyaient, il faut bien avouer. Et on s'est quand même dit, je crois tous, en parlant de Dieu et de demi-dieu, très sincèrement, après avoir écouté ce que chaque orateur sait comme étant extrêmement difficile et que nous-mêmes faisons très rarement, un discours sans notes, extrêmement impressionnant, de vous dire, et je mets un peu la pression sur Noël, que nous avons vu un demi-dieu s'exprimer, vraiment. Reste à voir une déesse, j'espère que vous serez à la hauteur, Noël. Je vais être plutôt gentil, hein, c'est mon rôle ici. Non, vraiment. Moi, je trouve que c'est très courageux d'abord. Franchement, moi, j'oserais jamais prendre la parole avec si peu de choses à dire. Je pense que non, mais il y a une forme de courage, de folie aussi, hein, beaucoup. Et je pense qu'il y a eu beaucoup ils étaient un peu jaloux aussi, je pense. Il y avait un truc comme ça. Il est jeune, il a plus de cheveux. Non, pardon. C'était plutôt moi. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, surtout la fin, quand il a parlé. C'était vachement bien. Non, en vrai, non. Non. Plus sérieusement, moi, j'ai bien aimé parce que je suis marié. J'ai eu, désolé. Désolé, ouais. Exact. Moi-même, parfois, je me surprends à me désirer moi-même. Donc, enfin, pas, mais comme toi d'ailleurs, avec ton petit miroir, hein, on a plein de points communs. Alors, donc oui, moi ayant effectivement des enfants, je sais, alors que toi, non, j'imagine, et probablement jamais même. Mais ça, c'est relatif
Micro-pénis. Oui. Alors, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais tout à l'heure avec le miroir, j'étais obligé de le voir. Hein. Alors bon, peu importe, mais au-delà de ça, tout à l'heure, plus sérieusement, j'ai beaucoup aimé en fait son discours parce que moi, ayant des enfants, ayant eu des enfants avec des couches, etc., je sais que tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Et moi, j'adore, les Anglais disent souvent, et c'est un peu la première partie de ton, je sais pas comment ta prise de parole, ta psychothérapie de groupe. Ce truc-là de dire que les Anglais disent, que j'aime beaucoup, c'est le couple, c'est quand deux personnes ne forment qu'une. Oui, mais laquelle? Et ça, tu sauras quand tu auras découvert des trucs. Donc ça, je suis d'accord avec toi. On peut, le couple, non, c'est horrible. La routine, quelle horreur. En revanche, toute la deuxième partie, sur la masturbation, j'ai adoré, parce que c'est un peu ça quand même. Tu as dit, oui, moi, le miroir, etc. On sent qu'il y a un truc un peu autour de ça et qui a été noté par mes collègues. Alors, moi, je trouve que la masturbation, c'est super, mais dans ces cas-là, en public, hein, devant tout. Il sent une petite gêne, là. C'est vraiment parce que... Hein, c'est une petite gêne. Ah, c'est vrai. Enfin bon, peu importe, mais en tout cas, je terminerai juste pour quand même, parce que cet appel à la masturbation, moi, je le soutiens publiquement si nécessaire. Et je trouve par exemple que se masturber, c'est formidable parce que, et ça répond vraiment à ton exposé, c'est le seul moyen de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime. Voilà. Merci. On va maintenant écouter Noël Benoît, qui va passer elle aussi pendant 10 minutes sur le sujet « Soyez grossiers, mais pas vulgaires ». Beaucoup trop loin, ça. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci d'être venus assister si nombreux à cette 5e conférence de linguistique donnée à l'ESSEC dans le cadre de la chaire Baratinage et improvisation dans le langage commercial. Écoutez, je suis agréablement surprise par l'intérêt qu'a pu susciter chez vous le sujet que nous allons évoquer ce soir, que je m'empresse de vous rappeler. Comment appréhender la distinction souvent ténue entre grossièreté et vulgarité dans le langage? Écoutez, sans plus attendre, nous pouvons commencer par prendre les définitions des termes clés du sujet qui vous ont normalement été distribués en annexe à l'entrée de l'amphithéâtre. Non? Bon, écoutez, un petit souci technique à régler pour la prochaine fois. Voilà, c'était pas grave, nous allons lire ensemble. Bien d'une part, vulgarité, du latin vulgum, la foule, qui se voit communément parmi les hommes, qui appartient aux classes que rien ne distingue, trivial, bas. D'autre part, grossier, de l'occitan grossa, qui a de l'embonpoint, qui manque de ténuité, de finesse, de délicatesse, voire obscène. Alors, comment introduire mon sujet de manière didactique? Eh bien, prenons un exemple très simple. La semaine dernière, lorsque j'ai reçu mon sujet pour préparer cette conférence, aussi délicieuse soit-elle, j'étais légèrement agacée, et je le confesse, à la découverte de l'intitulé, je n'ai pu réprimer cette saillie spontanée. Allez, pédés, ils l'ont fait! Oui, très estimé jury, très cher invité d'honneur, et toi, Mathieu, dont j'ai pris en compassion le sujet d'Omélie, tout ce récit pour vous dire que, comme vous, à la découverte du motif de notre réunion ce soir, j'ai vitupéré, j'ai fulminé, j'ai vilipendé verbalement et mentalement Plédé-Sec. Car s'il est bien un mystère, selon moi, qui arrive en seconde place après la résurrection du Christ, c'est le sombre mécanisme démocratique qui régit l'élection des sujets en interne dans cette association. Néanmoins, cher jury, vous m'observez déjà depuis une minute et vous vous dites, peut-être pas si bête que ça finalement, Plédé-Sec. Elle a quand même l'air bien coinceuse, la Benoît, hein. Avec sa petite robe droite, sa petite queue de cheval, elle a pas lâché un gros mot des 4 dernières plaidoiries. Bref, elle est faite comme un rat. Et vos esprits perspicaces auront visé juste. Mathieu, tu l'auras compris, ce soir, ta famille t'a trahi. On nous a tendu un véritable guet-apens. Ils ont échangé nos sujets. Nous voilà donc embarqués tous deux pour la modique somme d'un lynchage en bonne et due forme par... Attendez, je recompte. Ah oui, c'est cela, 6. Pour un voyage en terre inconnue.
tu as été obligé de parler de prise de risque en amour, et moi, je n'ai pas l'habitude qu'on m'accule à la grossièreté. Mais avoir conscience ensemble ce soir que des mots choquants pourraient être prononcés et heurter la morale, que des euros devront être versés dans la boîte à gros mots de vos foyers respectifs ce soir, que le langage va être abaissé à sa plus basse expression, c'est déjà comprendre que nous nous apprêtons à transgresser des normes dont nous avons tous pleinement conscience, donc à être grossier, mais pas vulgaire. Car si le grossier est un vulgaire qui ne s'ignore pas, le vulgaire est pure innocence en son domaine. Mais on n'a rien compris, ça nous énerve beaucoup, c'est un chiasme fumeux, on a l'impression qu'on cherche à cacher quelque chose, on veut du concret. Tâchons donc de comprendre ce qu'est la vulgarité et étayons notre propos par quelques judicieux exemples, choisis avec amour par mes soins. Qu'est-ce qu'être vulgaire? Alors c'est le moment, j'enlève le micro. Être vulgaire, c'est siffler hors d'une écurie. C'est avoir les mains dans les poches. C'est mâcher de la gomme la bouche ouverte comme les ruminants. En termes d'habillement, pour ces jeunes filles dont les dimensions des vêtements font le désespoir de l'industrie du textile, c'est quand le haut ne rejoint pas le bas ou que le bas s'arrête avant le haut. Ce sont ces garçons qui ont décidément à tout prix envie de porter à la connaissance de leur milieu environnant la couleur et la marque de leurs sous-vêtements par l'usage entêté de pantalons en forme de sac qui tiennent on ne sait trop comment au milieu des fesses. Être vulgaire, c'est dire c'est le scooter à Marie-Charlotte. Mais à mon humble avis, s'il est un marqueur de la vulgarité qui ne trompe pas, une expression qui abat tous les masques, c'est le redoutable « bon appétit ». Arrêtons-nous un instant sur cette locution qui est à la fois un non-sens intellectuel et un interdit historique. Et sur ce point, je m'en remettrai à l'analyse de l'un de nos meilleurs exégètes contemporains, maître en l'art de l'étude du parler vulgaire et des bonnes manières. Je cite bien entendu Jean-Marie Bigard. Alors, est-ce qu'on va avoir de l'appétit ? Ça nous fout les jetons. D'ailleurs, on s'encourage les uns les autres. Allez, bon appétit, on y croit, on se bat. On n'a quand même pas cassé la gueule à une bouteille de Ricard à l'apéro pour se laisser emmerder par un petit gigot de 5,5 kg. On n'est pas des pédés, décidément ce soir. On va le bouffer, ton gigot. On le reprend. Alors, moi, je vous dirais, je m'en tamponne pas mal les amygdales, que vous aimiez dire bon appétit ou que vous montriez votre nombril. Après tout, c'est que vous avez mal profité d'une bonne éducation et c'est tant pis pour vous. Mais la question qui nous taraude ce soir, mesdames et messieurs les jurys, la vraie question qui nous brûle les lèvres, c'est pourquoi, déjà en 1603, Shakespeare fait dire à Polonius, s'adressant lui-même à Laërte, acte 1, scène 3, Hamlet, Be for familiar but by no means vulgar, which means sois familier mais nullement vulgaire. C'est insupportable ce micro. C'est pas grave. Dès lors, eh bien, tout simplement, cher jury, car si aucun crime n'est vulgaire, la vulgarité est un crime. Un homicide involontaire perpétré innocemment chaque jour par la masse, un crime de lèse-civilité. En effet, être vulgaire, c'est refuser la liberté qui est offerte à l'homme de contrôler ses instincts par la raison, de s'approprier ses actes plutôt que de suivre la loi du nombre. C'est faire l'aveu implicite de sa vulnérabilité et de son manque de volonté. Dès lors, pourquoi être grossier plutôt que vulgaire, me direz-vous ? Eh bien, tout premièrement, parce que, populo, aristo, après une bonne grosse journée de travail ou après avoir pris connaissance des derniers avis de grève de la RATP, eh bien, si vous êtes normalement constitué, si vous ne sortez pas d'un stage de 6 mois dans un ashram en Inde, on vous rencontre, légèrement excédé ou calmement bouillonnant. Et là, pour peu que quelqu'un ou quelque chose vienne aiguillonner votre mauvaise humeur du soir, eh bien, normalement, ça part tout seul. Putain de bordel de merde! Et c'est tout à fait naturel. La grossièreté est cathartique. Comme vous, lorsque je suis mécontente, j'ai conscience que mon striatum ventral est stimulé et libère de la dopamine jusqu'au cortex préfrontal. Et je jure. Je jure pour exprimer à la terre entière que ça m'emmerde et que vous en ayez bien conscience. De plus,
La grossièreté se distingue de la vulgarité en ceci que si l'une est insidieuse et profondément ancrée, l'autre est fracassante mais curable. La vulgarité est un problème de fond, la grossièreté est une question de forme. La vulgarité, ça ne s'improvise pas. On est vulgaire, c'est une infirmité de l'âme. Vous l'aurez compris, on peut être tout à fait poli et extrêmement vulgaire, mais on ne peut pas être grossier sans s'en rendre compte. Bon, pour la faire simple, mieux vaut porter du XL que du désigual, parce que l'on peut toujours maigrir, mais l'on ne soigne pas le mauvais goût. Enfin, soyons vulgaires, par amour de la langue française. Car être grossier, c'est déjà faire honneur au langage. C'est lui dire « Je te respecte tant. J'ai si bien compris ce qu'il se fait et ce qu'il ne se fait pas, que je me permets de t'être infidèle le temps d'une phrase, mais je te reviendrai. » Et d'ailleurs, on peut tromper avec beaucoup d'élégance, être gras sans être lourd. J'en ai pour exemple les richesses de notre patrimoine linguistique ayant condensé des siècles et des siècles de striatum ventraux. Cher jury, comme j'aimerais aujourd'hui que nous nous insultions comme hier, ça aurait quand même tellement plus de gueule si dans la rue on entendait encore les gutturaux flagorneurs ou enfarineuses de rouleaux à pâtisserie, les paramédicaux nodocéphales ou coprolites, ou encore le très printanier fleur de macadam, et mon préféré ce soir, abominable fesse Mathieu. Oui, il existe, c'est incroyable ce qu'on trouve en cherchant. Enfin, pour les amoureux de la périphrase, et pour tous ceux qui se laissent gentiment bercer par mes incivilités et qui piqueraient du nez, oui, je vous ai vu, je vous laisse sur une devinette. Vous trouverez vous-même l'unique rime du présent du subjonctif du verbe perdre. Mesdames et messieurs les jurys, au crépuscule de cette plaidoirie, vous l'aurez compris, on est toujours le vulgaire de quelqu'un d'autre. Si je vous dis « Christ de calice de tabernacle de style sacrement », ce qui au Québec est atrocement vulgaire, eh bien, cela ne vous fera ni chaud ni froid. Nous pourrons mettre autant de garde à nos bouches que nous le pouvons, nous jurons toujours pour nous libérer, pour crier au monde « j'existe ». Car comme le dit si bien Baudelaire, ce qu'il y a d'enivrant dans le mauvais goût, c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Alors, noble assemblée du Laberrier qui ce soir s'apprêtait à invoquer tous les ressorts de la langue française en vue de gloser, rappelez-vous d'une chose. La grossièreté vise à choquer ceux qui n'en rient pas pour faire rire 2 fois plus les autres. Mesdames et messieurs, je vous confierai ce soir que je fais plus souvent partie de ceux qui permettent aux autres de rire que de ceux qui goûtent la fausse transgression, de ces mots lâchés comme des oiseaux et qu'on ne le rattrapera jamais. Et pourtant, j'aimerais beaucoup, moi aussi, ce soir, prendre part à la fête. Je vous exhorte donc, ne soyez ni grossiers ni vulgaires. Merde. Détestable. Ah, c'est une accumulation de mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Merci. Et ça, je veux distinguer. Madame, voyez-vous, Clémence Cotineau vous en donnera un exemple tout à l'heure. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la promotion 2015, dans son infinie sagesse, l'a élu. On ne n'est pas bien élevé. On le devient. On ne n'est pas bien élevé, mais on est vulgaire de naissance. Et la vulgarité, madame, a ceci de terrible qu'elle relève de tant d'aspects. Je conçois avec vous que c'est vrai, le peuple est terrible. J'en ai parmi mes gens. Et qu'il arbore 1000 visages. Il a l'accent marseillais, titi parisien, il prend tour à tour les visages de Romain Giraud ou Julien Fresneau. Il est vulgaire. Il peut même prendre le visage de vos supporters qui éructent comme des singes. Une vulgarité, c'est épouvantable. Effectivement, donc, cette foule, cette masse est assez impropre et mieux vaut ne pas s'y arrêter. Vous avez
de ce point de vue, raison. Mais alors, essayez de vous abaisser à eux dans un flot de paroles inintelligibles. Voilà une forme de vulgarité qui est sans doute la pire de toutes. Car elle est celle, hélas, des gens qui pètent plus haut que leur cul. Et vous en êtes l'exemple criant, à telle enseigne que je n'ai pas pu noter la moitié des idées de votre discours. Alors, je vous en prie, madame, ayez un tant soit peu de respect pour le débit. Ayez un tant soit peu le respect de l'idée. Ne vous abaissez pas à quelques banalités que l'on pourrait noter de manière fugace. Ne vous abaissez pas à quelques bêtises ou à quelques facilités qui sont celles des historiens de gauche qui ne savent pas que Berryer fut l'un des partisans royalistes les mieux notés du XIXe siècle. Au contraire, ayez le souci de la langue, de sa finesse, de son esprit. Et alors, vous pourrez dire de tous ceux qui parlent comme vous l'avez fait aujourd'hui, à l'instar de l'empereur, qu'ils sont de la merde dans un bas de soie, avec le plus de distinction du monde. Alors Noël, ma petite Noël. Ah bah oui, parce qu'il ne faut pas parler avec votre voisine. Ça, c'est pas du tout l'objet. Alors, je vous regardais tout à l'heure, et à un moment donné, vous avez fait un truc, mais extrêmement bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, avec votre cou et votre tête, vous avez fait un angle à 180 degrés. Et en fait, vous étiez comme ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à Noël? Bon, après, vous avez repositionné votre tête en mode littéral, enfin plutôt d'équerre, quoi. Donc c'était mieux. Alors, quelques observations sur votre CV, parce qu'il y a des choses qui m'ont fait rire. Il est indiqué ESSEC 2018. Et je me suis dit, bah oui, parce que vous avez encore 2 ans à tirer ici, c'est quand même pas évident. Alors, vous avez été stagiaire en tant que bénévole, et alors là, c'est la double peine, parce que c'est déjà pas évident quand on est étudiant d'être stagiaire. Alors d'être bénévole en plus de stagiaire, enfin ça m'a un petit peu interpellée en tant que stagiaire bénévole. Alors et d'entrée de jeu, vous vous dévalorisez parce que vous indiquez que vous êtes sous-admissible. Alors ça doit être quelque chose qui m'échappe au concours d'entrée des écoles normales supérieures. Mais je crois qu'il doit y avoir quelque chose que j'avais pas tout à fait compris. Alors il y a eu des cris étranges de vos amis aussi, donc je me suis demandé en fait si c'était une sorte de holà pour vous. Enfin voilà, c'était drôle. Et un petit côté Céline Dion, quand même. Et d'ailleurs, j'ai vu par la suite, en réalité, que vous étiez vraiment dans cette mouvance un petit peu tabernacle, etc. Parce qu'à un moment, je ne sais plus ce que vous avez dit, Ah oui, voilà, c'était un petit peu comme ça, quand vous avez pris la parole, pas tout à fait en mode comme Mathieu Cléache, mais c'était un petit peu genre, je suis tellement contente d'être là ce soir, croyez-moi, vraiment, je suis très contente d'être là ce soir. Ensuite, PD de l'enfer, ça j'ai bien aimé, mais je pense que ça aurait dû venir plus du cœur, du genre PD de l'enfer. Ben voilà, ça venait pas trop comme ça. Alors ça, non, on dit pas que vous êtes coinceuse, hein. Non, bien que vous ayez cette petite robe verte sapin, non, pas du tout, vous n'êtes pas coinceuse, vous êtes totalement folle alliée, c'est différent. Voilà, vous n'êtes pas du tout coinceuse, mais complètement folle, hein. Par contre, ça je le confirme. Alors ensuite, vous avez déambulé sur la scène, donc là un autre style hein, que Mathieu Cléac, mais on aurait tout simplement dit un spectacle d'Anne Roumanoff. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait, et nous sommes pourtant coutumiers en Berryer, Mathieu le sait, de gens qui nous font un peu des one-woman shows, qui n'ont peut-être pas tout à fait pigé l'aspect de la Berryer, hein, mais ce n'est pas grave. Alors ensuite, vous nous avez fait un cours de droit pénal sur l'homicide, tout en ponctuant votre discours de putain de bordel de merde. Moi, j'aurais voulu répondre bordel de mes deux. Vous avez parlé de désigual, et ça,
c'est pas très sympa. Tout ça parce que cette marque espagnole fait effectivement un petit peu mal aux yeux quand on la voit. C'est pas pour autant que c'est vulgaire. Voilà, ça c'était un petit peu dommage. Et plus tard dans votre discours, vous nous avez vraiment fait du Céline pour le coup. Ça j'aime bien parce que j'aime beaucoup Céline. D'ailleurs, elle est en concert le 9 juillet. Il faut aller la voir. Hein, je pense que c'est très important. Voilà. Ah oui, voilà. Pour le Québec, moi j'aurais plutôt dit tu vas le bouger ton char parce que le char, c'est la voiture au Québec, ou tu me casses les burnes à gaz braguette parce que je tiens à vous préciser que en réalité là-bas, une péripatéticienne se dit à gaz braguette. Et alors, un peu pour rebondir ce que vous a dit mon confrère, excellent confrère Mathieu Juglar, eh bien, la vulgarité ou la grossièreté, d'ailleurs, ne vous sied pas. Mademoiselle Benoît, aussi, eh bien, je vous invite et je vous intime à ne pas vous y essayer. Bienvenue ce soir dans le monde merveilleux de l'histoire de France. Bienvenue ce soir à cette conférence. On va se replonger chez les princes et les princesses, les rois et les reines de notre doux pays, chez ces personnages qui ont un petit peu fondé l'histoire de notre nation, l'histoire de notre peuple. Et ce soir, dans cette émission spéciale, j'ai envie que nous nous penchions sur l'histoire incroyable de Noël Benoît, fascinante Noël Benoît, épatante Noël Benoît, incroyable Noël Benoît. Encore aujourd'hui, on réfléchit à son cas, encore aujourd'hui, on fait des conférences à son sujet, encore aujourd'hui, on se fascine, on se souvient de ce jour qui a été proclamé jour de Noël Benoît, tous les 18 mai, on viendrait embrasser les pieds de la statue de Noël Benoît devant les Secs, érigée spécialement devant les Secs. Et je crois que ce soir, c'est encore l'occasion d'en reparler, puisque il faut quand même le dire, la vie n'a pas toujours été facile pour cette petite Noël qui est née d'une famille très très pauvre et qui a grandi comme ça dans les rues de Neuilly. C'était très compliqué. Et elle allait comme ça, qui était un petit peu d'amour, qui était un petit peu de discours, qui était quoi, quelques allumettes peut-être, en vendant ici ses discours, en vendant ici ses bonnes petites blagues. Alors elle faisait rire les passants. Et au Moyen-Âge, ça plaisait beaucoup. Mais au bout d'un temps, on a bien compris qu'il y avait autre chose. Il n'y avait pas simplement là une petite fille qui vendait ses blagues, non. Et le monde a commencé à s'inquiéter, car elle commençait à prendre la parole, la petite Noël Benoît. Elle commençait à haranguer la petite Noël Benoît, et elle commençait à faire craindre les plus grands, les plus puissants de la nation française. Oui, elle les faisait craindre qu'un jour, peut-être elle monterait à leur place, peut-être elle prendrait leur place, peut-être elle ferait la révolution, et c'est là que le monde, c'est là que le peuple l'a amené sur la place publique. Et c'était tout ce moment où, après cette montée en puissance de Noël Benoît, qui avait fait toutes ces scènes, qui avait fait tous ces discours, qui avait eu tous ces applaudissements, a été mené au bûcher. On l'a emmené au bûcher, c'était affreux. On a dit brûlez la tireuse de cartes, brûlez l'ermite, brûlez la mégère, brûlez la sorcière. Et on l'a amené jusqu'à ce poteau qui a été remis devant Plaidet-Sec et à cette statue, encore une fois, qui est là pour se souvenir de sa mémoire. Et quand je pense à Noël Benoît, je pense aussi à un autre personnage de l'histoire. Je pense à cette cantatrice que vous connaissez peut-être, Florence Foster Jenkins. Et je vois des similitudes. Je vois cette jeune candidate qui est là et qui fait des discours et qui est persuadée de faire d'excellents discours. Et comme on veut voir le monstre de foire, on veut qu'elle revienne, on l'applaudit. On l'applaudit et tout le monde y croit. Et son mari est là, ses parents sont là, sont dit « Oh, Florence, c'est magnifique. Noël, c'est magnifique, c'est formidable. Ton discours était super. Faites quelque chose, faut lui dire. Non, ne lui dites pas, ça lui ferait tellement de peine. » Alors on applaudit, on continue à applaudir, on l'amène encore plus loin. On lui fait passer les finales, les demi-finales, jusqu'à amener à la Berrier. Et on se dit « Mais jusqu'où ira la posture ?» Jusqu'ici, sur cette scène de la Berrier. Et on continue à applaudir. Et vous êtes complice de ça. Vous êtes complice de cette espèce de mascarade aujourd'hui. Et je ne suis pas très, très fière de vous. Et c'est un peu ce qui m'amène aussi ce soir à cette conférence TEDx. Cette conférence TEDx qui m'amène à vous dire que nous avons, après beaucoup de recherches, après beaucoup de travail sur de nouvelles innovations, puisque évidemment, à TEDx, nous cherchons toujours à innover, à trouver de nouvelles idées, à prospecter, à inventer, à trouver le futur, l'avenir. Qu'est-ce que sera le monde de demain pour nos enfants,
pour nos petits chiens, pour nos petits chats. Et lors de cette conférence, je vais vous présenter une nouvelle innovation. C'est un petit peu redondant, mais vous savez, toutes les conférences TEDx commencent un petit peu comme ça, avec des grandes histoires de gens qui n'étaient rien et qui d'un seul coup ont une idée et ont d'un seul coup innové en faisant une start-up. Et moi, mon père m'a dit un jour, tu sais ma chérie, certaines personnes ont un physique qui les dispense d'avoir de l'éloquence. Je te souhaite d'être une très grande oratrice. Et c'est en pensant tous les jours à cette phrase que, fort de mon expérience, avec de grandes stars, de grandes personnalités de l'éloquence, je pense bien évidemment à Steven Seagal, je pense bien évidemment à Maître Gims, je pense bien évidemment, on le connaît tous, à Mathieu Cléache. Fort de cette expérience, j'ai créé le R-Discours. Alors vous voyez, ce qui est intéressant dans le R-Discours que j'illustre ce soir avec ce schéma, c'est que nous avons progressé. Nous sommes allés vers plus de discours, moins de mots, moins d'idées, plus de légèreté. Alors, nous avons allégé notre discours en métaphore, hein, c'est important, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus facile à emporter. Il est également moins gourmand en références culturelles. Vous constaterez ensuite qu'il a 40 tétraoctets, messieurs, mesdames, oui, 40 tétraoctets de blagues faciles que vous pouvez replacer dans tous les discours, dans tous les Berriers, tous les plaidés secs, les éloquentia, les discours de mariage, les bar mitzvah, les naissances, ce que vous voulez. Ça fonctionne toujours. Et puis, ce modèle de métadiscours en mémoire, comme il nous a été illustré tout à l'heure. Et pour terminer, je tenais à remercier quand même notre hôtesse, notre maison témoin, Noël. Merci. Noël Benoît, candidate exceptionnelle, candidate capable de mettre plus mal à l'aise la mère de Mathieu Cléache que lors du discours de son fils. Noël Benoît, candidate exceptionnelle, Noël Benoît. Noël Benoît, tu es la Whitney Houston du discours. C'est-à-dire que tu as du talent, mais tu as manifestement préféré la drogue. Noël Benoît, soyez grossier mais pas vulgaire. Ça, c'est comme être tondu à la Libération pour faire ensuite carrière en tant que bourgeoise gaulliste. Ça n'existe pas. Noël Benoît, ce soir, tu t'es fait porte-voix de cette réalité. Tu as été et grossière et vulgaire, mais je vais te dire la vérité, Noël Benoît, j'ai aimé ce que tu as fait. Je crois que tu habites sur Paris, Noël Benoît. J'habite dans le 2e arrondissement et j'ai un scooter. Noël Benoît, j'ai aimé ton discours. Une fille qui dit « j'ai vitupéré » et qui conclut par « oh les pédés ils l'ont fait », ça c'est un gros oui, Noël Benoît, pour moi. C'est un gros oui. Une fille qui dit « j'ai pas l'habitude qu'on m'accule avec la grossièreté ». Ça c'est un gros oui, Noël Benoît. C'est un gros oui pour moi. Une fille qui dit « le grossier est un vulgaire qui ne s'ignore pas », c'est une fille qui s'est trouvée. Noël Benoît, tu es une salope sans frontières. C'est un gros oui, Noël Benoît. Alors Noël Benoît, c'était bien, mais tu étais sur un fil, Noël Benoît. Noël Benoît, tu as chuté. Du grossier au vulgaire, Noël Benoît. Je pensais jamais dire ça à une fille, Noël Benoît. Je sais pas si je vais réussir d'ailleurs. Mais Noël Benoît, ce soir, tu as pété. C'est-à-dire que tu as pété et tu t'es fait dessus après directement. Je veux dire, on sent bien que tu cherches à nous distraire, tu vois. T'es la bonne pote qui lâche une caisse pour faire rire les copains, mais sauf qu'en fait, tu contrôles rien, Noël Benoît. Tu contrôles rien.
Et tu te rends pas compte que au moment où tu vas décaisser, gastriquement, t'es limite. Et ce qui doit arriver arrive, tu fais caca sur la scène. Et moi, ça m'emmerde parce que je vais cirer les ponts. Voilà. Mais bon, malgré tout, ça reste un gros oui, Noël Benoît. Alors. Noël Benoît, j'en termine. Je voudrais pas devenir vulgaire. Je crois que ta rencontre avec la conférence ce soir, c'est finalement l'histoire d'un malentendu et je suis sûr que ça pourra se régler ensuite. Ça me fait penser à la rencontre de Yehudi Menuhin, mince violoniste, et Pablo Picasso. Yehudi Menuhin, comme toi, ce soir, il était très excité à l'idée de monter sur scène. Lui, Yehudi Menuhin, était très excité à l'idée de rencontrer Pablo Picasso. Et donc, il le voit comme ça, il fonce vers lui, il lui tend la main et il lui dit « Yehudi Menuhin !» Et Pablo Picasso, comme nous, il se sent agressé. Il recule d'un pas et lui dit « Et moi, Yehudi merde !» D'abord, Noël, une question qui ne s'adresse pas à vous. Avant de présenter les candidats, il y a eu des éliminatoires, vous disiez? Alors, j'ai trouvé globalement que c'était rapide, trop rapide. Je me suis demandé si finalement vous n'aviez pas été aussi conçu rapidement. Je me suis dit à l'énoncé du sujet « Soyez grossier mais pas vulgaire » que ça me faisait penser à une phrase de Jean Carmé sur la distinction du grossier et du vulgaire qui disait que le saucisson c'était érotique mais pas le pâté. Alors on peut en tirer ce qu'on veut et on peut ne rien en tirer non plus. C'est pas grave. Je me suis demandé si les gens qui vous applaudissaient, comme j'ai lu dans votre CV que vous étiez cheftaine et que vous avez été scout, si tout le monde était des louveteaux ou s'il n'y avait pas que des louveteaux. Les louveteaux, levez la main. Il y en a deux au fond, il y a deux petits louveteaux au fond. Bon. Je me suis dit aussi qu'après le candidat précédent, dont j'ai déjà oublié le nom, enfin c'est terrible, comme quoi finalement on oublie bien les demi-dieux, qu'on avait eu successivement le Valium et la coke. Je me suis dit d'ailleurs à ce propos, je me suis dit c'est marrant, elle a toujours été à la limite de l'hystérie sans jamais vraiment en sortir. En vous écoutant, j'ai une fois plus apprécié l'escroquerie des catholiques qui consiste à vous expliquer finalement dans les textes, avec toutes les âneries qu'on peut y lire, que tout ça c'est de l'herméneutique et que finalement, quand on a une ânerie, c'est une métaphore et qu'on peut y voir quelque chose d'autre, ce qui permet d'éviter d'avouer qu'on lit effectivement des âneries. Mais je me suis dit que vous en dites aussi et qu'on ne fait pas toujours de l'analyse herméneutique, qu'on est aussi souvent dans l'exégétique pure et malheureusement cruelle. Je me suis dit aussi que vous aimiez l'école des glossateurs, apparemment, donc comme vous le savez sans doute, puisque vous utilisez le terme sur la technique de notation interlinéaire. Et je me suis dit, c'est bien Noël, gloser, osez Noël, osez, prenez-le, le petit scooter à Marie-Charlotte, prenez-le jusqu'au firmament, jusqu'à chez maman. Ah, Noël. Forcément, j'ai un peu envie, comme ça a bien marché la première fois, de faire un discours qui sent le sapin, Noël. Si je te faisais un discours qui irait le sapin, un truc comme ça, j'aurais fait quelque chose comme... On peut le refaire ou pas? Vous l'avez en tête? Bœuf, noix, bœuf, noix. Ben, je vais le faire en très court, hein. Ça aurait fait... elle a un discours qui sent la bœuf, un discours où elle se noie. Elle est chrétienne et pas hara, bœuf, mais elle nourrissent quand même les noix. Mais j'aurais pu aller plus loin et devenir grossier. Et là, j'aurais dit que je l'aurais bien attaché à la table bleue et on lui aurait mis des doigts. Mais là, vous avez tout de suite vu la chose, là, dans ce cas-là, j'aurais été vulgaire.
Pourquoi j'aurais été vulgaire? Vous suivez pas, hein? Comment elle s'appelle? Bah oui, elle s'appelle Benoît, elle s'appelle pas Blédois. On dit une tableux, pas une tabeux. Sinon la blague elle marche pas. Et on lui met pas des doigts, on lui met des noix. Des noix de geisha éventuellement. Vous suivez pas, hein, vous êtes lent, hein, c'est gênant. Bon, moi, franchement, je t'ai trouvé très bien. Je t'ai trouvé bien. Enfin, t'es venu, t'étais bien, t'étais bien triste en fait. Je t'ai trouvé un peu triste. Et puis, par contre, je t'ai trouvé bonne. Je t'ai trouvé, oui, bonne. Je t'ai trouvé bonne. Et puis là, jusqu'à là, c'était un bon discours quand t'es arrivé. Et puis là, t'as fait ce que les filles font. Voilà, enfin, t'as pris la parole, quoi. Et là, tout de suite, par contre, t'as été assez franche, t'as dit, je suis ennuyé parce que ce sujet, il est vraiment pourri. J'ai été stressé quand on m'a envoyé le mail, j'ai vu le sujet. Et j'avoue que là, je te fais une confession, tu as totalement raison. Plaid et sec, c'est des ânes battés. Hein. On va dire la chose comme elle est. Un concours d'éloquence, hein, de plaidoirie, de prise de parole. On vous demande de défendre une position. Sauf que, manifestement, à Plaid et sec, à la question « Quelle heure est-il ?» on répond « Oui ». Combien êtes-vous? Non. Soyez grossier, mais pas vulgaire. Oui. Donc moi, je trouve que tu as bien défendu le sujet, parce que c'était totalement impossible. Réfléchissez 30 secondes, je ne sais pas quel est le rédacteur de ce truc, mais réfléchissez un minimum. Mettez un point d'interrogation, même à la fin, ça fait un genre. Donc ça t'a bloqué tout de suite, et donc tu as été bloqué. Tu as été bloqué parce que tu as voulu faire le truc où je vais être salace sans être salace, alors que moi, j'aurais préféré que tu sois salace sans paraître salace. C'était l'inverse. Donc il fallait le dire clairement. Hein. Tu m'aurais dit, au lieu de me dire, j'introduis dignement le sujet. Ouais, c'est ceux qui n'aiment pas le salace. Tu aurais dit directement, j'introduis digitalement le sujet, on y revient. Ce sujet, je l'encule, au lieu de je l'accule, en effet. Je définis volume comme la faune, là c'était logique. Je m'en cogne le tampon au fond des amygdales, là aussi on comprenait. Et tu te percutes le striatum ventral, j'ai bien aimé ça, jusqu'à en jouir, forcément. Et là, ça aurait eu un sens. Tu aurais été vulgaire sans être grossier. Ou alors c'était l'inverse. Mais comme vous n'avez pas suivi la blague du début, de toute façon, vous ne pouvez pas suivre à ce moment-là, donc j'ai pas de problème. Bon, par contre, tu as été quand même assez forte sur une insulte que j'ai bien aimée, hein, quand tu as directement taclé ton petit camarade en le traitant de guet-apens. Je savais pas qu'il était violent, mais je trouvais ça bien. Et puis, tu nous as parlé de choses qui me parlent, ouais. Pinot Aristo, la pipe après boulot, c'est sympa. Et puis, tu nous as parlé vulgarité québécoise. Alors, je ne suis pas certain que Christ le Tabernacle, ça soit le truc le plus vulgaire au Canada. Enfin, j'en connais quelques autres. Tape-moi dans le fond, je suis pas ta mère, etc. Enfin bon, on connaît tous. Tout ça pour dire quoi, finalement? Benoîtement, avec une phrase qui, encore une fois, tu as perdu toute crédibilité sur un mot, hein, sur pas grand-chose. Hein. Le scooter à Marie-Charlotte. Qui connaît une seule Marie-Charlotte qui a un scooter? C'est pas possible. Donc là, tout de suite, nous, on décroche. On n'y croit plus. On n'y croit plus. Bon, t'as dit quand même une vérité. Hein, on peut être gras sans être lourd. Grégory et moi-même en sont la preuve vivante. Finalement, moi, je trouve que ta meilleure blague, ta blague qui a tout survolé, c'est ta robe. La forme, tout. Bravo. Bravo. Tu es venu en vert, sapin, Noël. Moi, j'ai envie d'être vraiment très gentil avec Noël. Parce que pour tout ce qu'on a vécu. Je vois que ton petit... Bref. Alors, Noël, non, moi je trouve ça franchement incroyable parce que ce que apparemment ils n'ont pas vu, c'est que tu as fait tout ton truc avec beaucoup de vulgarité, sans que ça se voit forcément. Par exemple, tu as fait des fautes de liaison terribles. Tu as dit, s'il y a bien un mystère, vous ne l'avez pas noté? Et elle l'a dit, hein, s'il y a bien, je trouve ça génial, une espèce de mise en abîme de la vulgarité, tout le temps avec un côté un peu, je viens du 19e siècle, mais pas. Et quand je marche là, comme une espèce de, enfin, pardon, c'est l'émotion, c'est le passé, tout revient, hein, tout revient. D'ailleurs, t'as pas intérêt à la toucher, toi. Hein.
Enfin bref. Non, mais tout ça pour dire vraiment que j'ai trouvé ça assez bien. Et comme je crois pas que je reprenne la parole. Alors, juste, je suis venu avec un peu demander ce qui allait se passer. Et tout ça me fait penser à un film italien des années 80. Ça va te faire penser à quelque chose, Noël. Parce qu'on touche à la vulgarité sans y toucher. On est plutôt dans la grossièreté, dans tout ce qui nous a fait en fait notre histoire. Donc on est c'est deux acteurs italiens qui jouent un rôle de plombier et qui manifestement ont été appelés par une fille qui a une sœur jumelle et qui ont chaud, qui ont un peu chaud. Et vous l'avez peut-être vu, vous l'avez vu? Ah ben non, parce que je raconte pas, c'est ridicule si vous l'avez vu. Alors il rentre, bonjour madame. Alors bizarrement, il parle et puis la voix est un peu décalée. Enfin, mais c'est un film vraiment intéressant. Et donc ils entrent et tiens, on va réparer la fuite, etc. Et ils s'entendent bien parce qu'il y a des trucs, il y a des objets, des fuites d'eau, des trucs, des tournevis. Tout est bien. Et là, l'acteur principal, qui s'appelait Rocco Siffredi, vous l'avez tous vu. Et il dit à son copain, mais je vous promets que c'est vrai, il lui dit, et ça résume bien ma soirée, je crois, il dit, et la répétition est importante, alors après tu nous diras, toi, si c'est vulgaire ou pas. Il dit, alors il travaille, mais enfin, à proximité avec les filles, vous voyez, bon, il y a toute une mise en scène, il y a tout un spectacle, enfin, il y a des mineurs, il y a de l'alcool, et il dit, ce boulot m'éclate vraiment, John, c'est vraiment génial. Voilà, merci. Je remercie à nouveau nos deux candidats. Le jury va maintenant pouvoir se retirer pour délibérer. Alors, je suis très heureux d'annoncer à la lauréate qu'elle est lauréate. Voilà, bravo Noël Benoît. Noël, tu peux monter sur scène et je vais demander à Thibaut, qui représente PwC, de te donner ton prix. Tiens, hop, Thibaut, je te laisse la parole si tu veux la prendre. Merci. Alors, je ne vais pas vous déranger très longtemps. Tout d'abord, excusez-moi, je peux concevoir ce que peut avoir de choquant la perspective de voir un auditeur, un expert comptable parler. surtout après une bande d'avocats aussi brillants. Non, merci pour la soirée, merci à Plédésec et bravo à Noël, te remettre ton prix chèrement gagné bientôt. Merci à Plédésec et merci à Monsieur Snegarov qui m'a vraiment soulagé en début de soirée. Je crois qu'on... de manière honnête. Je crois que c'est à vous qu'on doit... tu n'es pas le meilleur, mais tu n'es pas cher. Voilà. Et grâce à vous, j'ai compris pourquoi on donnait depuis des années de l'argent à Plédésec. Merci, Monsieur Snegarov. Non, on est très contents. Bravo Noël encore. Mathieu, tu peux monter aussi. Merci à tous pour la soirée, merci à notre jury fantastique et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.